Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et bonjour à toutes et tous, merci d'être à l'écoute de Sud Radio pour les débats de l'été, 10h-13h en direct sur Sud Radio 0826 300 300, vous le savez, c'est le sésame pour nous appeler avec Zach aujourd'hui qui vous attend au standard. Bonjour Zach. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va bien et vous-même ? Oui, superbe. Anthony à la réalisation également, bonjour Anthony. Bonjour. Ça va bien ? Très bien et vous ? Oui, ça s'entend pas trop à votre voix, mais... Si. Mais bon, on va dire que on m'a ça dit va. vous faire court, donc bonjour. Je dis tout. Albin Texera, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans un instant à 10h, nous allons parler des cirrhoses chez des patients qui ne boivent pas d'alcool. Eh oui, c'est peut-être étonnant, mais en fait, ça devient de plus en plus courant. On sera avec Anthony Berthoud, diététicien, nutritionniste, spécialiste de l'approche systémique de la nutrition et auteur de 7 livres. Pas mal quand même, beaucoup de livres. Pas mal, hein, j'ai toujours pas fini le mien. Exactement. Et à 10h15, nous allons parler du versement de l'allocation de rentrée scolaire. L'Observatoire d'Emmaüs des budgets contraints publie une nouvelle étude consacrée à la manière dont les familles modestes utilisent cette aide. On sera avec Bruno Morel, président d'Emmaüs France, pour en parler. Peut-être l'avez-vous reçue, elle était normalement versée hier, cette fameuse allocation rentrée. Appelez-nous 0826 300 300 pour nous raconter. Pensez-vous d'ailleurs qu'elle est à la hauteur par rapport notamment à l'augmentation des prix? Je lisais plus 5% d'augmentation en moyenne. Et puis Antoine Dizy qui est également avec nous, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans notre équipe de choc pour les débats du jour. Autour de la table aujourd'hui, Bruno Pomar, ancien membre du RAID, Sarah Georgette, avocate au barreau de Paris, Louis Laridon, secrétaire national des jeunes socialistes et adjoint à la mairie de Cergy, et bien sûr vous au 0826 300 300. Et nous parlerons du troisième vol de données à Bercy. Sommes-nous à l'aube d'un scandale d'État? À Aubervilliers, rouée de coups en pleine rue par son mari, une femme a été hospitalisée dans un état grave. Devons-nous repenser intégralement nos politiques de prévention des violences faites aux femmes? Et enfin, la loi sur la fin de vie promulguée par Emmanuel Macron. Et maintenant? Maintenant, que va-t-on faire de cette loi fin de vie? Si là aussi, ça vous interroge, vous nous appelez au 0826 300 300 avec Zach qui vous attend au standard. Mais une autre personne vous attend sur les réseaux sociaux, c'est Alexandre Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors, sur les réseaux, vous les lisez sur quoi, vous, du coup? Écoutez, écrivez-nous sur X, Facebook, Instagram et YouTube, on vous attend. Bon, très bien, avec les questions justement des débats. Pensez-vous justement qu'il faille que nous revoyions nos politiques concernant les violences faites aux femmes? Et puis, me reste à saluer notre programmateur de génie, Louis Randazzo. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Écoutez, les débats de l'été, chers amis, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Albin Texera, on va parler de ces cas de cirrhose métabolique en recrudescence chez des patients qui n'ont jamais bu d'alcool. Exactement, la cirrhose du foie est souvent associée à la consommation excessive d'alcool, mais une autre cause prend une place croissante, les maladies hépatiques liées au dérèglement métabolique. Et pour en parler, nous sommes avec Anthony Berthoud, diététicien nutritionniste, spécialiste de l'approche systémique de la nutrition et, je le redis, auteur de 7 livres. Bonjour Anthony Berthoud. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Beaucoup de livres. Et beaucoup d'Anthony aussi autour de cette table. Exactement. On est 3. Effectivement. Alors, Anthony Berthoud, première question. Donc, la cirrhose du foie, qu'on dit souvent due à la consommation excessive à l'alcool, en fait, c'est pas du tout le cas. On peut avoir une cirrhose du foie sans consommer d'alcool ? Alors, il y a bien sûr effectivement l'origine liée à l'alcool et effectivement une origine métabolique. Avant la cirrhose, on va parler de stéatose hépatique métabolique, c'est-à-dire une accumulation de graisse dans le foie qui peut évoluer vers un stade inflammatoire qui va évoluer vers la cirrhose. Donc, avant de parler de cirrhose métabolique, on parle vraiment de cette dégradation au cours du temps. Et ça, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, on peut agir bien en amont du stade de la cirrhose. Et la question aussi de la résistance à l'insuline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme justement de l'insuline et comment le foie joue un rôle sérieux dans la régulation de la glycémie ? Exactement. Alors, il y a deux notions. Il y a effectivement le point sur la résistance à l'insuline et la surconsommation de fructose dans notre alimentation. Donc le sucre des fruits, en l'occurrence. Alors, qui est en partie effectivement dans les fruits, mais le fruit est lui
est lui protecteur. C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion entre la consommation de fruits et la consommation de fructose d'origine industrielle qui va être présent dans les sodas, dans des biscuits industriels, des pâtisseries industrielles et autres. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce type de fructose. Ce n'est absolument pas le fructose issu du fruit. Et ce fructose en excès va favoriser l'accumulation de graisse dans le foie et effectivement cette résistance à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est naturellement produite par l'organisme pour mettre en réserve l'excédent de glucose qui va être issu de l'alimentation. C'est un processus qui est tout à fait adapté, mais c'est vrai que dans le cadre du fructose libre, c'est-à-dire du fructose issu des produits industriels, on assiste à un dérèglement. Voilà, exactement. Et notamment, je parlais des sodas, des pâtisseries et autres, c'est-à-dire que on isole le fructose pour le rajouter dans des produits transformés, et c'est cette part qui est vraiment problématique aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, cette augmentation du cirrhose du foie, qui n'est pas due en fait plus que ça à la consommation d'alcool, elle est plutôt due à la malnutrition. On mange de plus en plus mal, de plus en plus gras, de plus en plus sucré. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cirrhose du foie ? Alors, si on parle spécifiquement et là je parle bien de stéatose hépatique avant même le stade de la cirrhose, puisqu'encore une fois la cirrhose est le stade avancé, c'est vraiment là, d'une part, la sédentarité, c'est-à-dire qu'au-delà de l'alimentation, il y a effectivement le manque d'activité physique actuellement, et dans la part alimentaire, c'est la surconsommation d'aliments ultra transformés qui contiennent ce fructose sous forme libre. Ici, on est vraiment sur un cas assez particulier. Donnez-nous des exemples. Là, concrètement, qu'est-ce que dans mon placard, chez moi, j'ai comme aliment ultra transformé et que je trouve très facilement en magasin ? Alors, je parlais des sodas. Je pense que là, c'est le premier exemple qu'on peut avoir à l'esprit et on en connaît. Donc les sodas, beaucoup. On est d'accord, on parle des boissons sucrées, les Coca-Cola, Orangina, Ice Tea, par exemple. Exactement. On va rajouter ensuite toutes les pâtisseries industrielles, les biscuits secs, donc, les confits. Les gâteaux. Les viennoiseries, les donuts, les trucs comme ça qu'on peut trouver dans des boîtes toutes faites chez Carrefour, Auchan et Leclerc. Exactement, des madeleines industrielles par exemple. Ah oui, les madeleines aussi, ouais. Les brioches, j'imagine aussi, toutes les brioches, là, brioches dorées, Pasquier et puis Harris, ultra transformées. Alors, sans citer une marque à proprement dit. C'est pour ça que j'en cite 3, en l'occurrence. Voilà, tout à fait. De manière générique, effectivement, on sait que c'est une industrie qui peut utiliser ce qu'on appelle du sirop de glucose fructose, parce que c'est un moyen de garder du moelleux, notamment dans les pâtisseries, par exemple. Donc, plus on voit marqué moelleux, plus on sait qu'il y a un additif. Alors, c'est un moyen d'apporter du moelleux. Heureusement, il y a d'autres solutions, mais en tout cas, c'est un signe qu'on peut avoir. Et puis, malheureusement, le jus de fruits, aujourd'hui, quand il est consommé en excès, notamment d'origine industrielle, c'est vrai qu'il contribue à apporter du fructose. Il ne s'agit pas de diaboliser le jus de fruits qu'on va consommer occasionnellement pour le plaisir, mais malheureusement, si on se met à consommer l'équivalent de plusieurs verres de jus de fruits par jour, ça contribue à l'addition du fructose libre. Personnellement, moi j'ai complètement arrêté le jus de fruits. Même le jus d'orange, parce que en gros, je préfère manger une orange avec toutes les fibres que l'on peut avoir, plutôt que d'ingérer directement le sucre du jus. Vous le pressez vous-même. Exactement. Oui, mais en gros, quand tu presses ton jus d'orange, la vitamine C, elle disparaît très très rapidement. Alors ça, c'est un point qui est très important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion. C'est-à-dire que quand vous allez croquer dans votre orange, dans votre pomme, dans votre fruit, non seulement effectivement vous allez avoir davantage des vitamines, des fibres, des polyphénols, mais surtout vous allez mastiquer. Et en fait, cet élément de mastication contribue à la satiété. Si vous buvez un jus d'orange avec le jus de 3 oranges, vous allez pouvoir le boire en quelques secondes. Exactement. Essayez de manger 3 oranges, vous allez voir que ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais on fait des concours de mastication avec Albin à la rédaction. Tous les jours. Voilà. Parfait. Et le fruit est protecteur contre la stéatose hépatique. Par contre, effectivement, l'excès de jus de fruits et encore une fois de fructose libre, lui, est un facteur de risque. Anthony Berthoud, diététicien nutritionniste, je le rappelle. Si on veut regarder derrière les aliments, justement, vous nous faites part de ces brioches, de ces madeleines. Si on veut vérifier que ce sont en fait finalement les bonnes madeleines que l'on prend, on doit vérifier quoi derrière le paquet ? Qu'est-ce qui peut nous alerter ?
avant tout la présence de ce terme de fructose. Fructose, mais c'est nommé fructose à proprement parler, ou ça peut être un je sais pas quoi derrière? Alors non, c'est pas un additif, c'est-à-dire que là, ça sera vraiment mentionné tel que. Après, on peut avoir des déclinaisons, comme par exemple sirop de glucose fructose. Après, on peut avoir d'autres types de... Alors sucre, ça va être du saccharose, c'est-à-dire que c'est une molécule et de glucose et de fructose. Donc, par définition, on a la moitié de fructose, mais aujourd'hui, si on veut vraiment être prioriser la recommandation, c'est quand on rajoute du fructose libre, donc avec la terminologie de fructose à proprement dit, quoi. Et puis, un élément, moi que j'ai découvert aussi au fur et à mesure, j'étais attentif à ce que je mangeais. Il est préférable de mettre du beurre sur une tartine de confiture. Pourquoi ? Alors là, on va parler de ce qu'on appelle la réponse glycémique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez manger un aliment qui contient des graisses, qui contient des protéines, des fibres, vous allez ralentir la vitesse de digestion. Et ça, c'est un élément qui est plutôt intéressant pour le pic glycémique. Alors, il ne s'agit pas de ne voir qu'à travers ce critère-là, mais si on raisonne sur la charge glycémique, effectivement, sur la sécrétion d'insuline associée à votre bol alimentaire, le fait d'avoir ce mélange va être plus intéressant que si vous consommez du sucre uniquement. Et c'est typiquement ce qui va se passer si vous mangez du pain blanc avec de la confiture, un jus d'orange, des céréales soufflées, des galettes de riz soufflées, etc. On a effectivement ce pic insulinique qui va être très important. Pour ma part, j'ai d'ailleurs supprimé le sucre, mais dit-on qu'il est préférable d'ailleurs de compenser par des alimentations protéiques et protéinées. Est-ce que vous confirmez ce point ? Pas facile. Parce qu'on a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux que je vois circuler par ailleurs et où on ne fait que vanter les apports protéiques, mais est-ce que c'est bon de manger que protéiné ? En fait, c'est difficile de pas tomber dans la caricature parce que c'est un peu effectivement le problème des réseaux sociaux. Chaque nutriment joue ses rôles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en moyenne, avec notamment ces aliments ultra transformés, on a une surconsommation d'aliments qui sont fortement insulino-sécréteurs. Et le fait d'aller déjà vers des produits bruts, c'est l'exemple du fruit par rapport au jus de fruits dont on parlait. Le fait de rajouter effectivement des protéines, mais aussi des graisses de qualité dans l'alimentation, c'est un excellent moyen, effectivement, de manière générale. Allez, merci beaucoup, Alban Texera. Mais oui, et dans un instant, nous allons évoquer l'allocation de rentrée scolaire, une aide indispensable pour les familles au budget contraint selon Emmaüs. Et justement, nous allons être avec le président d'Emmaüs France, Bruno Morel, pour évoquer cette ARS. Donc, restez avec nous. Puis on va remercier notre invité. Bien sûr. Anthony Berthoud, diététicien nutritionniste. Merci. Auteur de 7 livres. 7 livres, c'est important de le préciser. Merci pour tous ces conseils. Moi, je l'ai noté. Attention au sucre, attention au diabète. Pour regarder s'il y a du fructose, du glucose. C'est important pour éviter notamment que votre foie ne crie à l'aide. À tout de suite. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Retour sur l'antenne de Sud Radio pour les débats de l'été, 10h, 13h avec Alban. On vient de faire un concours de manger d'orange, justement, avec notre invité précédemment qui nous expliquait l'importance de la mastication. Pensez-y bien. 3 millions de familles ont reçu hier l'allocation rentrée. On va en parler dans un instant avec notre invité président de Emmaüs France, Bruno Morel, Alban Texera. Exactement, Bruno Morel, président d'Emmaüs France, que l'on accueille. Bonjour Bruno Morel. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, l'allocation de rentrée scolaire, elle est tombée hier pour certaines familles déjà. Et l'Observatoire d'Emmaüs vous publie une nouvelle étude consacrée à la manière dont les familles modestes utilisent cette aide. Concrètement, à quoi sert l'allocation de rentrée scolaire pour les familles que vous accompagnez ? Écoutez, nous avons lancé cette étude dans le cadre de l'Observatoire des budgets contraints auprès d'une vingtaine de familles suivies par les associations SOS Emmaüs et en lien avec Hélène Doucourant qui travaille à l'université Gustave Eiffel. Le premier enseignement, ça permet de combattre une idée un peu reçue comme quoi l'allocation rentrée scolaire ne serait pas utilisée pour des fournitures ou des dépenses scolaires, ce qui est
totalement faux. On voit bien que l'utilisation, et toutes les familles qui ont été interrogées attestent qu'elles utilisent ça pour la rentrée scolaire. Vous savez, la rentrée scolaire, ça représente une charge mentale extrêmement importante pour les familles, d'autant plus qu'il s'agit de familles modestes, voire un casse-tête pour les plus grands, avec la crainte de qu'est-ce qui peut se passer quand les enfants grandissent. Donc l'étude, elle montre bien l'utilité de cette allocation. Parce qu'on a en tête effectivement que cette allocation, elle a pu être utilisée, ou elle est toujours utilisée par certains foyers pour acheter peut-être des baskets de marque de luxe, en tout cas de marque plutôt haut de gamme, plutôt chère. Ça, c'est une idée reçue, selon ce que vous nous dites. Ouais, c'est une idée totalement reçue. Vous savez, toute l'année, les familles conjuguent le tri, la récupération, la conservation, vont beaucoup dans les structures Emmaüs pour équiper leurs enfants. Avec l'allocation de rentrée scolaire, c'est peut-être aussi le moyen de pouvoir acheter, par exemple, un cartable neuf. Pas un cartable de luxe, pas un cartable de marque, mais un cartable neuf. Vous savez, quand on voit que à peu près 11% des cas de harcèlement scolaire viennent de l'apparence, pouvoir à la rentrée scolaire éviter des discriminations du fait qu'on est moins bien équipé qu'un autre enfant est tout à fait fondamental. Donc c'est à la fois pouvoir faire un acte d'achat responsable, en même temps être un peu comme les autres. Ça ne veut pas dire que ce fameux cartable neuf, il sera acheté tous les ans, il servira sûrement pendant plusieurs années, voire aux frères et aux sœurs. Mais en tout cas, une fois à la rentrée, avoir un petit équipement neuf nous paraît fondamental. Ça coûte combien le panier, on va dire un peu moyen d'un élève qui rentre, je sais pas, au CP, en CE1, d'avoir toutes ces affaires, ça représente à peu près quelle grille tarifaire ? Si vous voulez, la grille tarifaire sur les équipements scolaires, hors vêtements, elle correspond à peu près à l'allocation. C'est-à-dire que les différentes études qui ont été faites, on est en gros entre 420 et 430 euros. Là-dessus, il faut savoir qu'il faut racheter des vêtements. Vous avez par exemple le sujet, j'ai parlé du cartable, mais le sujet des chaussures, qui est un vrai casse-tête pour les familles, le sujet de l'assurance scolaire, le sujet des activités périscolaires. Donc, mes 400 euros peuvent être multipliés par 2, voire par 3 selon les situations. Vous formulez 8 propositions de mesures, et notamment celle de la majoration de cette allocation rentrée pour les familles monoparentales. Tout à fait. Son montant, qui varie entre 426 et 466 euros, doit pouvoir être majoré pour ces personnes qui sont seules à élever des enfants. Nous formulons aussi d'autres propositions. Il y en a une qui me paraît, sur laquelle je crois devoir insister, c'est le calendrier de versement de cette allocation. Si on pouvait anticiper et faire coïncider avec des actes d'achat plus faciles, ça serait bien. Je pense notamment, si on anticipait d'un mois, on tomberait sur la période des soldes, et du coup, l'allocation de rentrée scolaire aurait un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Donc vous nous dites que là, le 18 août 2026, c'est beaucoup trop tard pour verser cette allocation rentrée, qu'il faudrait davantage l'anticiper pour que ça coïncide avec le moment des soldes. Mais il n'y a pas de fourniture scolaire au moment des soldes. Il y a des vêtements. Vous avez des vêtements, vous avez des équipements sportifs, donc tout ça peut servir. Je pense qu'on l'anticiperait sur 15 jours, 3 semaines, déjà ça serait une avancée significative, et en plus ça permettrait aux familles de beaucoup mieux prévoir leurs dépenses par rapport aux promotions dont elles peuvent bénéficier. Mais n'y aurait-il pas un risque que cela vienne servir le budget des vacances ? Écoutez, quand on voit toutes les études qui ont été faites sur l'utilisation de l'allocation rentrée scolaire, là je voyais les chiffres présentés par la caisse d'allocation familiale. On est à 98% pour l'équipement de fourniture scolaire, 96% pour les vêtements, 80% sur l'assurance scolaire. Je crois qu'il faut sortir de cette notion de risque et faire confiance aux personnes qui sont extrêmement responsables dans leur travail quotidien d'équilibre budgétaire. Il faut arrêter d'infantiliser les familles.
Tout à fait. Et arrêtez de penser, alors que la pauvreté est en train de s'aggraver dans notre pays, que les personnes sont des consommatrices d'aide au profit d'achats détournés. C'est absolument pas le cas. Moi, je rends plutôt hommage à la responsabilité des ménages qui sont suivis par les associations, notamment par le réseau Emmaüs et par les SOS Familles, qui sont extrêmement responsables dans l'éducation budgétaire. Bruno Morel, président d'Emmaüs France. J'ai aussi cette question à vous poser. Une étude de l'UNEF qui sort chaque année. L'UNEF, en parlant du coût de la vie étudiante, chaque rentrée publie leur étude. Et ils nous disent que cette année encore, le coût de la vie étudiante augmente pour les étudiants français, plus 1,66% sur un an, plus 35% depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Et vous proposez aussi de promouvoir l'ARS aussi pour les jeunes étudiants, c'est bien ça ? Oui, alors sur ce sujet-là, sur ce sujet, on a notamment proposé que pour les enfants qui ont des difficultés scolaires, c'est-à-dire qui ont été obligés de dépasser le cap de 18 ans, on puisse prolonger l'ARS. On évoque aussi le sujet de l'ARS parce que les dépenses de stage sont pas assez bien prises en compte. Donc intégrer ces dépenses de stage. Mais vous savez, quand vous évoquez la situation des étudiants, en fait, c'est la situation de la pauvreté dans notre pays qui a beaucoup progressé. On est à peu près à 14 millions de personnes pauvres en France, 1 million de travailleurs pauvres, 350 000 SDF, 3-4 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. On voit bien qu'on a une situation extrêmement difficile et qu'il faut maintenir ces dispositifs. L'allocation rentrée scolaire est un véritable levier pour les familles et je crois qu'il est grand temps de pouvoir faire son analyse, de la maintenir, de la sanctuariser, voire de l'améliorer. Merci beaucoup Bruno Morel. Je rappelle, vous êtes président d'Emmaüs France. J'aimerais vous réinviter pour justement qu'on puisse parler de la situation de la pauvreté et puis de la situation du mal logement en France, qui est une vraie question et pour laquelle vous travaillez beaucoup. J'avais déjà reçu Serge Contat d'ailleurs sur cette antenne de chez Emmaüs Habitat. Merci infiniment pour ces éclaircissements sur cette allocation rentrée scolaire sur des propositions que vous formulez, parmi lesquelles la majoration pour notamment les foyers monoparentaux. Merci. Et puis Albin Texera, on se dit à demain. Mais toujours présent. Toujours en forme ? Toujours présent, toujours souriant, comme d'habitude. Mais vous êtes souriant. Vous ne devez pas être à Deauville, vous, aujourd'hui, avec les enfants. Peut-être que je vais partir juste après. Ouais. Attention. Midi, je suis là-bas, allez, 15h à Deauville. Très Parfait bien. pour la journée. Écoutez, vous nous direz comment c'était. Dans un instant, sur Sud Radio. Le troisième vol de données auprès de la Direction Générale des Finances Publiques à Bercy, c'est un petit peu la rupture de confiance. Sommes-nous à l'aube d'un scandale d'État ? Et on en parle avec nos débatteurs et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite.